Voilà, j'ai enlevé la barre. C'est bon? Super. J'appuie sur continuer, non? Je ne touche à rien, non? Ça me met. Madame Corvinus? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Corvinus. Très bien. Mais tout le monde est arrivé. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour. Madame Ferré, Madame Corvinus. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Boyes. Madame Clérette, nous voulions quand même que la ville puisse directement, puisque commencer à l'initiative du CCF de la ville du Dossier. Donc, je vous laisse la parole. Je peux juste me poser quelque part 10 minutes parce qu'il me demande de faire l'ouverture de la conférence et de ma voiture. Votre micro est ouvert, hein? D'accord. Oui, allô? Bonjour. Oui, allez-y. Allez-y, bonjour. Oui, je vous écoute. Bonjour à tous. Allô? Bonjour. Oui, c'était juste pour vous dire de faire l'introduction, sinon pour remercier nos participants de participer à cette conférence demandée par la ville du Gosier. Donc, nous allons laisser à monsieur le docteur Seymour de bien vouloir commencer. Et nous vous remercions à tous d'éteindre vos micros pour permettre à la conférence de se dérouler sous les meilleurs aspects techniques. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Super. Je ne pourrais que remercier la mutualité française de cette action et puis souhaiter une bonne conférence à tous les participants et remercier aussi de cette intervention de manière de qualité. Donc voilà. Bonne conférence à vous et puis j'espère que le thème retiendra toute votre attention. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Juste quand même pour rappeler que, que la Mutualité française de Guadeloupe est la fédération des mutuelles et que nous avons pour mission de faire de la prévention et de la promotion de la santé. Il se trouve qu'avec le Covid, on a dû innover et mettre en place des actions dématérialisées. C'est pour cela que depuis quelques mois, on réalise régulièrement des séances par Zoom. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir cette action avec le docteur Seymour sur la maltraitance des seniors. Il faut savoir que cette action rentre dans le cadre de la conférence des financeurs qui justement permet la mise en place d'un grand nombre d'actions en direction du maintien d'autonomie des seniors. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole au docteur Seymour. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et à la fin de l'intervention du docteur Seymour, on va répondre aux questions du chat et aussi vous laisser la parole pour poser vos questions directement. Donc, on remercie énormément le docteur Seymour et on vous laisse la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, Monsieur Geoffroy. Pour ma part, je dirais bonjour à vous tous, bonjour à toutes les personnes connectées. Je voudrais dans un premier temps remercier les organisateurs, donc la ville du Gosier ainsi que la mutualité française de Guadeloupe, d'avoir retenu cette thématique, ce thème sur la maltraitance des personnes âgées au mois de juin, ce 24 juin, puisque le 15 juin, le mois de juin et particulièrement le 15 juin, se trouve être la journée internationale de lutte contre la maltraitance. D'accord. Merci. Au revoir. Contre la maltraitance, donc évoquer la maltraitance des personnes âgées aujourd'hui est un... Ça coupe à partir de l'écran. Bien, donc je commencerai par dire bonjour à toutes les personnes connectées, à remercier les organisateurs, donc la mutualité
française de Guadeloupe ainsi que la ville de Gosier d'avoir retenu que nous évoquions aujourd'hui la maltraitance des personnes âgées, puisque le mois de juin, et particulièrement le 15 juin, se trouve être la journée mondiale de lutte contre la maltraitance. Donc, cela tombe très bien que nous en parlions aujourd'hui. J'évoquerai avec vous les cinq aspects de cette maltraitance, comme précisé dans le programme de cette visioconférence, à savoir un état des lieux, les différentes formes de maltraitance, les facteurs de risque, les signes de maltraitance, la prévention. Après quoi, nous allons échanger et je pourrai expliciter des points que je n'aurai pas suffisamment abordés. La maltraitance envers les personnes âgées. Voilà donc un de ces mots qui fâche, qu'il est malséant de prononcer et qui est même tabou dans certains milieux dès lors que nous parlons de personnes âgées. Pourtant, la maltraitance des personnes âgées a toujours existé et existe encore sous des formes différentes probablement, mais dont les conséquences sont toujours les mêmes. Bien que cette maltraitance ait toujours existé, c'est dans les années 80-90 que l'on commence à parler spécifiquement de maltraitance pour les personnes âgées en France, avec notamment les travaux du professeur Robert Hugonneau, qui, dans la foulée des travaux du Conseil de l'Europe, a initié la création des associations ALMA, Allo Maltraitance, à Grenoble, puis dans différents départements de France, constituant un véritable maillage du territoire par ces associations ALMA, qui se sont ensuite regroupées dans le cadre de la Fédération ALMA France et actuellement dans le cadre de la Fédération 3977 de lutte contre la maltraitance. Cette Fédération 3977 contre la maltraitance est en fait un dispositif national d'écoute associatif financé par la Direction générale de la cohésion sociale, alors que les centres ALMA départementaux restent des dispositifs départementaux d'écoute, d'analyse, de conseil et d'accompagnement des appels de maltraitance envers les personnes âgées. En Guadeloupe, la véritable prise de conscience de la maltraitance des personnes âgées s'est faite dans les années 2000 avec la création en 2007 de ALMA Guadeloupe, naturellement membre de la Fédération ALMA France, puis de la Fédération 3977 contre la maltraitance, récemment mise en place. Afin que nous soyons en phase avec ce dont il sera question dans nos échanges, je pense nécessaire de faire un rappel de ce que renferme le terme de maltraitance, tout particulièrement la maltraitance des personnes âgées. La maltraitance envers les personnes âgées se définit comme le préjudice qui résulte de l'action ou de l'inaction d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'une structure ou d'une administration envers une personne âgée de manière intentionnelle et donc abusive ou de manière involontaire ou même de manière inappropriée. Cette définition est renforcée par l'Organisation mondiale de la santé qui précise que l'action peut être unique ou répétée et l'inaction une absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance et qui entraîne un préjudice moral, physique ou financier de la personne qui en est victime. Dans ces cas de maltraitance, la victime est donc une personne âgée qui, du fait de ses déficiences liées à son grand âge ou du fait des maladies, qui peuvent d'ailleurs être multiples, se trouve en état de perte d'autonomie ou dans un état de dépendance, rendant nécessaire son accompagnement pour certains, sinon tous les actes de vie courante, tels que l'alimentation, l'hygiène, la gestion financière et bien d'autres. Il y a donc dans cette maltraitance nécessairement un lien de pouvoir, voire de domination entre l'auteur et la victime, et c'est ce lien étroit qui différencie cette maltraitance des autres violences. Donc,
Dans les situations de maltraitance envers les personnes âgées, très souvent, auteurs et victimes se connaissent, mais sont dans une relation d'emprise de l'un sur l'autre, et ces maltraitances ont pour finalité de nuire à la victime, que ce soit sur le plan physique, psychologique, financier ou dans le respect et l'exercice de ses droits. Concernant donc cet état des lieux, j'ajouterai que la maltraitance envers les personnes âgées existe bel et bien chez nous en Guadeloupe, car l'association ALMA a évoqué en préambule et que j'ai eu l'honneur de mettre en place en 2007 et de présider, a dû mettre fin à ses activités en 2019 pour des raisons d'ordre financier, si bien que je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres récents. Mais je peux vous dire qu'en 11 ans de fonctionnement, de 2007 à 2018, l'association ALMA comptabilisait près de 1000 dossiers de maltraitance avérés. Actuellement, les signalements de maltraitance tels qu'ils étaient gérés par ALMA Guadeloupe peuvent se faire directement auprès de la Fédération nationale 3977 contre la maltraitance. Ils peuvent aussi se faire directement auprès des services du procureur de la République. Les activités au sein d'ALMA ont montré, comme d'ailleurs en France hexagonale, que la plupart des faits de maltraitance de personnes âgées se produisent au domicile de la victime, que ce soit par des personnes de la famille, enfants, petits-enfants, sœurs, frères, oncles, tantes, neveux, et dans une moindre proportion par des personnes étrangères à la famille, des professionnels d'accompagnement à domicile ou des marcheurs ou vendeurs de matériel. Les femmes sont les principales victimes. Les femmes sont les principales victimes et la plupart des personnes maltraitées sont des personnes de plus de 70 ans. À côté de la maltraitance à domicile, des faits de maltraitance peuvent aussi s'observer dans les établissements de prise en charge de personnes âgées, tels que les EHPAD, qui sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, où les personnes âgées ont choisi personnellement ou avec l'aide de leur entourage familial d'élire domicile dès lors que leur maintien à domicile ne peut plus se poursuivre dans de bonnes conditions. Pendant ces années de fonctionnement, ALMA Guadeloupe a également été sollicité pour quelques cas de maltraitance en institution. Mais parler de maltraitance en établissement met très souvent, voire toujours mal à l'aise, le personnel de ces établissements, quelle que soit la catégorie professionnelle, direction, soignants, personnel de services techniques ou d'accompagnement hôtelier. Car ces établissements censés traiter bien, donc bien traités, les accueillis, appréhendent difficilement, voire faussement les problématiques de maltraitance envers les personnes âgées, au point de se réfugier dans une soi-disant bientraitance, qui n'est ni le contraire, ni l'absence de maltraitance, mais une dynamique tout autre, engageant chaque membre du personnel individuellement et aussi collectivement, quelle que soit sa fonction au sein de l'établissement, dans le bien-faire, dans de bonnes pratiques conformes aux normes en vigueur et aux exigences des personnes accueillies, quelles que soient leurs origines, leur âge ou leur pathologie. Concernant les différentes formes de maltraitance, elles représentent en fait les différentes modalités d'expression ou de réalisation des faits de maltraitance envers les personnes âgées. Elles sont multiples, tout en sachant qu'elles peuvent être intentionnelles, non intentionnelles, structurelles ou organisationnelles. Ainsi, on distingue des maltraitances physiques, qui peuvent être des coups, des bousculades, des restrictions physiques, telles que la contention, des abus sexuels, des maltraitances psychologiques sous forme d'intimidation, d'humiliation, d'injures, d'insultes, de menaces, de harcèlement et de tutoiement non convenu. Il peut s'agir également de maltraitance financière,
Cela pourra, par exemple, être une procuration abusive sur le compte bancaire de la personne âgée sans son autorisation, bien évidemment. Cela peut être une confiscation du chéquier ou de la carte bancaire, des détournements, des spoliations d'argent. Des maltraitances civiques qui regroupent, qui concernent à ne pas prendre en considération le respect des droits et des libertés de la personne âgée, notamment sa liberté d'aller et de venir, sa liberté de choisir ses relations, la liberté de voter et de choisir son bulletin de vote, la violation de son espace de vie privé, la violation de son rythme de vie, l'heure de se lever, l'heure de prendre son repas, l'heure de faire sa toilette, l'heure d'aller se coucher. Dans ces maltraitances civiques, on peut noter également le détournement ou la non-délivrance du courrier, le détournement ou la non-communication des appels téléphoniques et même l'infantilisation. À côté de ces formes de maltraitance, je dois également signaler l'existence de négligences. Négligences qui peuvent être passives ou de négligences qui peuvent être actives. Parmi les négligences actives, je citerai les actions intentionnelles de privation de nourriture, de soins d'hygiène, par exemple. Et parmi les négligences passives, des actions non intentionnelles, telles que la méconnaissance ou l'ignorance de la finalité de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner cette personne? Comment doit-on le faire? Et puis, une insuffisance ou une adaptation dans la formation. Et puis, il y a également des négligences affectives, les enfants qui ne rendent pas visite à leurs parents âgés. Qu'est-ce qui nous expose à tout cela? Autrement dit, quels en sont les facteurs de risque? Ces facteurs de risque se présentent différemment suivant qu'il s'agit d'une maltraitance à domicile ou d'une maltraitance en institution. Concernant la maltraitance à domicile, les principaux facteurs de risque peuvent dépendre soit de la victime elle-même, tels que son degré de dépendance, ses pathologies, son degré de dépendance décisionnelle, son incapacité à prendre telle ou telle décision, à gérer ses affaires, surtout quand il s'agit de pathologies démentielles. Il peut s'agir également de la personne âgée victime de maltraitance, d'un refus d'aide des professionnels, qui peut refuser qu'on lui fasse tel ou tel thérapeutique, tel ou tel geste thérapeutique. Et puis, très souvent, ce sont les personnes âgées qui optent pour un isolement social, qui s'isolent de tout le monde, et ce sont des risques, effectivement, d'être maltraités. Il y a à domicile également des facteurs directement liés au milieu dans lequel évolue cette personne âgée, un milieu où il y a des conflits familiaux, des violences intrafamiliales exposent à de la maltraitance envers ces personnes âgées, un milieu où sévit la toxicomanie, l'alcoolisme, et puis un milieu précaire. Un habitat précaire peut exposer également à de la maltraitance. Certains facteurs déclenchant la maltraitance peuvent être également liés au maltraitant, à l'auteur. Cela peut être une personne ayant des comportements violents habituellement, une personne intolérante. Cet auteur peut aussi être porteur de pathologies le rendant violent avec altération de son discernement, donc difficulté de se situer par rapport au bien et au mal pour la personne qui l'accompagne. Cela peut être aussi une personne évoluant dans un contexte d'addiction, de consommation abusive d'alcool. Il peut aussi être victime, même avec sa volonté de bien aider son parent, victime d'un épuisement, d'un burn-out, comme disent les anglo-saxons. Et puis, il se peut que cet aidant, malgré sa bonne volonté, n'étant pas formé, il ne sait pas comment accompagner correctement son parent âgé. Concernant la maltraitance en établissement, les principaux facteurs de risque
sont en général l'inadaptation du professionnel à la fonction occupée. Hein, cela peut être une personne occupant un poste, mais pour lequel il n'a pas été formé. La formation est absente, insuffisante, non mise à jour. Quelquefois, le professionnel a tellement été bien formé qu'il idéalise sa fonction. Il doit faire au mieux, parfaitement et sans remise en cause. Tout cela peut exposer à de la maltraitance et quelquefois aussi lorsque le professionnel méconnaît les limites de sa fonction. Jusqu'où aller, jusqu'où ne pas, au-delà d'où qu'il ne faudrait pas aller. Au sein des établissements peuvent également être facteurs de maltraitance une mauvaise organisation dans l'exécution, la programmation des tâches. J'en ai parlé au début, le lever des résidents, la toilette, etc. Des conflits entre les agents, mais ça peut se voir. Une non-reconnaissance, voire le mépris affiché par ceux qui s'occupent des résidents sous prétexte qu'on est un supérieur hiérarchique ou une autorité administrative, donc on n'a aucun respect pour ces personnes qui se sacrifient pour les résidents parce qu'on est soi-disant une autorité administrative. Un manque de moyens au sein de l'établissement peut aussi exposer à de la maltraitance de par les agents. Un personnel en nombre insuffisant, avec un turnover élevé, changement trop fréquent de personnel, l'absence de réunion d'équipe et de groupe de parole. Ce sont des situations où la maltraitance peut apparaître. Il peut y également avoir au sein des établissements des maltraitances qu'on étiquette de maltraitance médicamenteuse, soit un traitement en plus ou un traitement en moins par rapport à l'état de santé de la personne, du résident. Un traitement pour dormir alors que cette personne a un sommeil conforme à ses habitudes, ou un traitement pour se taire parce que cette personne parle trop, déambule trop. Et puis, des maltraitances dites médicales, telles que l'acharnement thérapeutique ou la non-prise en charge de de la douleur, par exemple, au sein d'un établissement. De même, on peut observer excusez-moi. Voilà donc pour les principales maltraitances aussi bien, les principaux facteurs de risque de maltraitance aussi bien à domicile qu'en établissement. Maintenant, je vous dirai quelques mots des principales manifestations de la maltraitance, les principaux signes. Ces signes sont plus ou moins évidents ou perceptibles suivant la forme de maltraitance subie. Ils peuvent également être masqués ou cachés par la victime parce que quand elle constate qu'elle est maltraitée, elle peut avoir peur de représailles, elle peut avoir peur d'un abandon de celui qui l'accompagne ou pour certaines personnes dans l'établissement, avoir peur d'être mise à la porte, donc elle se tait. Et puis quelquefois, cette personne peut aussi se culpabiliser. Tant pis pour moi, je suis peut-être responsable de cette maltraitance que je subis, donc elle se tait, elle cache tout cela. Et il peut y avoir également une crainte par rapport au qu'en dira-t-on si on arrive à savoir que ma fille ou mon fils me maltraite, donc je n'en parle pas. Et puis quelquefois, on se cache derrière la loi du silence, et notamment de l'adage bien connu, le linge sale se lave en famille, donc on se tait. Il faut donc toujours, dès lors qu'il y a suspicion de maltraitance, toujours tenter de repérer les signes pouvant orienter et qui pourront ensuite donner lieu à des enquêtes, puisqu'il faut d'abord repérer ces signes de suspicion et à partir de ces signes de suspicion, une enquête pourra être diligentée, approfondie, afin de confirmer ou d'infirmer
la maltraitance. Parmi ces signes à rechercher, il y a notamment les lésions ou les traces de lésions cutanées qui orienteraient vers une maltraitance physique. Il y a aussi les changements brutaux ou inhabituels du comportement de la personne âgée, personne souriante qui ne sourit plus, ne discute plus, n'échange plus comme elle avait l'habitude de le faire. Donc, ce sont des changements à noter, à signaler et qui peuvent orienter vers l'existence d'une maltraitance. Une perte de poids inexpliquée de la personne âgée aussi peut orienter vers une maltraitance qui existe, donc il faut la rechercher. Un refus alimentaire, un refus de soins. Ce sont des éléments qui doivent nécessairement attirer l'attention de l'aidant ou du soignant ou de son médecin. Il faut également faire attention aux personnes âgées qui consultent ou qui se rendent trop fréquemment à l'hôpital dans un service d'urgence de manière récurrente, sans motif véritable, mais qui sont souvent en consultation tout simplement parce qu'elles veulent attirer l'attention sur un dysfonctionnement qu'elles n'osent pas affirmer, qu'elles ne savent pas affirmer. Il faut aussi être attentif aux soucis financiers de cette personne, soucis financiers inhabituels, des découvertes bancaires, des ATD, des agios, etc., ou des conflits familiaux de voisinage. Tout cela doit attirer l'attention et puis donner lieu à une enquête pour approfondir, en tout cas, recherche. Voilà. Et puis, on ne peut pas terminer sans parler de prévention, puisqu'effectivement, la maltraitance, c'est un fléau, un mal à combattre. Donc, pour prévenir la maltraitance, comme vous le savez, comme toute action de prévention, la prévention de la maltraitance des personnes âgées passe par le triptyque qu'est la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire de la maltraitance envers les personnes âgées consiste à éviter que cette maltraitance n'apparaisse. C'est une prévention primaire, donc c'est une intervention avant même que le problème n'apparaisse. Cette action de prévention primaire passe par l'information la plus large possible, ainsi que par la formation, non seulement relative à la maltraitance elle-même, mais aussi au vieillissement et à ses conséquences, tant pour chaque individu susceptible d'avoir dans son entourage des personnes âgées ou de devenir soi-même vieux, que pour les professionnels intervenant à quelque titre que ce soit auprès des personnes âgées. La prévention secondaire revient à dépister les maltraitances, les identifier, les analyser et mettre en place les mesures pour les faire disparaître, tant au niveau de la victime qu'au niveau du supposé auteur. Enfin, la prévention tertiaire, quant à elle, vise à agir sur les conséquences de la maltraitance en y apportant aide, accompagnement, protection et surtout en évitant la pérennisation. La prévention de la maltraitance est indispensable, quel que soit le contexte de vie de la personne âgée et au coût du supposé auteur, c'est-à-dire aussi bien à domicile qu'en établissement. D'ailleurs, en établissement de personnes âgées, dès lors qu'il y a présomption de maltraitance sous une forme ou une autre, il est nécessaire que la direction de l'établissement soit alertée et qu'elle diligente une enquête interne et consigne tout élément susceptible d'éclairer les autorités administratives ou judiciaires. Bien évidemment, la famille, le référent familial, la personne de confiance ou le tuteur de la victime devront être informés et de toutes les mesures qui devront être prises pour que la maltraitance cesse et ne se renouvelle pas. Pour nous permettre d'échanger, je vais m'arrêter après les quelques mots de conclusion que je vais vous livrer.
La maltraitance des personnes âgées reste donc bien un fléau à combattre dans notre région et aussi ailleurs, d'autant que les personnes âgées seront de plus en plus nombreuses, particulièrement dans notre région, qu'elles seront en conséquence de plus en plus âgées et trop souvent isolées, d'où un risque augmenté de faits de maltraitance. Mais cette lutte contre la maltraitance des personnes âgées ne peut être que l'affaire des personnes âgées, ni que de leur entourage familial, ni que des professionnels de la gérontologie ou même de l'action sociale, mais ça doit être l'affaire de tous ensemble, avec humilité et dans un respect mutuel. À l'image du dispositif national, un dispositif local fédérant les méthodologies d'approche différentes serait d'une grande utilité, telle que la plateforme régionale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées qu'Alma Guadeloupe avait imaginée en son temps, mais qui n'a malheureusement pas vu le jour chez nous en Guadeloupe. Toujours est-il que dans cette volonté de lutter contre la maltraitance des personnes âgées, il faut aussi et surtout briser le silence et sortir du tabou de cette maltraitance. La société, malheureusement, ne s'intéresse que de ce qui ne brille pas. La société, malheureusement, se désintéresse de ce qui ne brille pas ou ne fait pas pleurer dans les chaumières, pour reprendre les mots d'un grand penseur. Si les victimes doivent être protégées, les auteurs de ces maltraitances méritent également d'être pris en considération, car il ne s'agit pas en premier lieu de sanctionner, mais de bien faire comprendre de quoi il en retourne et pourquoi s'engager dans une dynamique de bientraitance à l'égard de nos aînés. L'occasion fait le larron, dit-on. Mais bien souvent aussi, l'auteur agit ou ne fait pas les gestes utiles par inconscience de la situation de la victime, de ses besoins, par ignorance de ce qu'il faut faire ou par impossibilité matérielle de le faire. Parfois même, l'auteur croit bien faire, il croit être bien traitant, alors que c'est tout le contraire, d'où la complexité des situations de maltraitance envers les personnes âgées et bien évidemment de leur prise en considération, de leur traitement. Voilà donc les quelques éléments que je voulais vous livrer et je reste naturellement à votre écoute pour compléter ou clarifier les aspects que je n'aurais pas suffisamment développés. Je vous en remercie et j'attends vos questions. Merci. Donc, merci beaucoup, docteur. C'est toujours un réel plaisir de vous écouter. Alors, concernant les questions, nous avons eu une question sur le chat qui dit « En termes de maltraitance médicale, existe-t-il des douleurs qui ne peuvent pas être prises en charge ?» Par Marie-Laure. L'arsenal thérapeutique pour la prise en charge des douleurs est particulièrement étoffé, étendu. Donc, quand il s'agit d'une douleur, cela nécessite une véritable analyse et très souvent une analyse en équipe, puisque le médecin, effectivement, connaît son patient, connaît la pathologie, mais très souvent, les décisions doivent être prises de manière collégiale pour pouvoir offrir à cette personne un meilleur accompagnement. D'autant que nous avons à notre disposition tout un ensemble d'éléments, d'échelles, nous permettant de bien graduer cette douleur, avec, même pour les personnes âgées qui ne sont pas capables de s'exprimer, d'échanger, nous avons des échelles d'appréciation de la douleur, des échelles comportementales qui nous permettent d'avoir une bonne idée de ce que ressent la personne en termes de douleur et par conséquent, de pouvoir adapter la thérapeutique. J'espère avoir répondu à la question. Donc, on attend son... Oui, merci, docteur. Oui, c'est Marie-Laure. Merci pour cette précision. Je vous en prie.
Alors, il y a Emeline Reynaud qui nous dit « Bravo pour cette initiative sur un sujet aussi important que sensible dans notre société. Les informations partagées par le docteur sont très utiles. La sensibilisation et prévention s'avèrent en effet primordiales. » Merci, je dis merci à Madame Emeline Reynaud. Alors, c'est tout concernant les questions du chatbox. Alors maintenant, tous ceux qui veulent prendre le micro, activez votre micro et posez votre question. Alors, s'il n'y a pas forcément de questions, peut-être 2 mots ou... S'il n'y a pas de questions, je dirais qu'il y a des aspects que je n'ai pas abordés dans mes propos. Je m'attendais effectivement à ce qu'on puisse porter des pierres complémentaires, mais c'est surtout par rapport aux sanctions éventuelles. Je n'ai pas évoqué les sanctions, puisque en fait, dans notre démarche, en tout cas, le soignant n'est pas là pour sanctionner. Au contraire, on est là pour donner les bonnes conduites quand il y a une situation de maltraitance. Il faut signaler, il faut sortir, et particulièrement pour les personnes qui travaillent dans des établissements, il faut sortir de ce que nous appelons, ce qui est sacré chez un professionnel, c'est le secret professionnel. On doit se délier de ce secret professionnel et justement signaler une maltraitance. Et un professionnel dans un établissement qui signale une maltraitance est protégé. C'est pour cela justement que le professionnel doit être informé pour ne pas continuer dans ce silence par rapport à la maltraitance. Je ne suis pas un juriste, hein, mais je sais tout simplement que la maltraitance dans le code pénal ne figure pas. Simplement, les sanctions, quand sanctions il y a, sont surtout tiennent compte surtout de la faiblesse, de la vulnérabilité de la personne qui aurait permis effectivement des mauvaises actions. Alors, peut-être que si parmi les personnes connectées, il y a un juriste, un complément peut être porté. Alors, il y a KW qui nous dit « Bonjour Dr Simon, merci pour cette présentation. Très poli ce que je fais. À qui doit-on signaler les faits de maltraitance ou suspicion de maltraitance ?» Alors, si vous êtes un professionnel, si vous travaillez dans un établissement, vous devez le signaler à votre supérieur hiérarchique ou directement à votre directeur d'établissement ou même directement au procureur de la République et vous êtes protégé dans le cadre de vos fonctions. Ce ne sera pas dans votre fonction, on ne pourra pas, votre établissement ne peut pas vous infliger une sanction, le simple fait d'avoir révélé l'existence dans cet établissement de fait de maltraitance. Autrement, vous pouvez vous adresser auprès des services du procureur hein, pour signaler effectivement ce que vous savez. Vous n'êtes pas là pour désigner un auteur, hein, lui donner son nom, mais tout simplement désigner des faits. Et il appartient effectivement à l'autorité de mener une enquête pour pouvoir étayer la situation. D'autant que, auparavant, hein, jusqu'à 2019, hein, ces faits de maltraitance pouvaient être signalés à notre cellule départementale, enfin notre cellule ALMA, cellule d'écoute départementale, ALMA Guadeloupe, qui, comme je l'ai précisé, n'est plus en fonctionnement depuis début 2019. Alors, Monsieur Génast, comment déceler la maltraitance quand cela semble difficile comme tâche et surtout que les victimes sont souvent silencieuses? Comment déceler la maltraitance quand cela... Oui, voilà. Ben, j'en ai parlé à un moment, hein, Monsieur Génast. Hein. J'ai parlé de quelques signes qu'il faut chercher. Ça peut être très subtil, effectivement, puisque la personne n'a pas envie de subir de représailles du simple fait qu'elle a signalé avoir été victime. Elle ne souhaite pas être abandonnée non plus. Donc, il y aura tout un changement de comportement qui va s'installer et il appartient effectivement, que ce soit à l'entourage, hein, à monsieur ou madame tout le monde, aux professionnels, infirmiers, à domicile, d'être attentifs à certains changements de comportement, pouvoir remonter l'information au niveau du professionnel de santé, du médecin par exemple, mais avoir tout un ensemble d'arguments qui peut laisser penser
que cette personne est traumatisée. Il ne s'agit pas de vous faire la preuve d'une maltraitance. Vous ne pouvez être, vous n'êtes que dans une suspicion de maltraitance et appartiendra aux autorités de faire l'enquête et de pouvoir infirmer ou confirmer la maltraitance. Alors, quand cela existe, vous devriez effectivement éviter de citer des éventuels maltraitants, hein, puisqu'il y a des éléments qu'il faut avoir sous la main que peut-être vous n'avez pas, ça peut mal tourner. Donc, il faut tout simplement signaler les faits, signaler la situation, et l'autorité fera son affaire des informations que vous lui avez transmises. Tout en sachant que la limite entre bien faire et mal faire est très difficile à trouver, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut aussi se former, s'informer de manière à avoir le moins de risques de se tromper par rapport à des éléments qu'on aurait constatés et qu'on avance. Et qu'on avancerait. Alors, voilà. Il y a David qui a demandé quelle solution pour lutter contre la maltraitance à domicile. Est-ce qu'il y a une solution, docteur? Il y en a certainement plusieurs. Il y a plusieurs. La première, c'est de se poser la question, déjà, de quel type de maltraitance il peut s'agir. Est-ce qu'il y a des coups, des traces, etc. Quelles sont les raisons? Est-ce que cette personne vit seule ou pas? Donc, il faut l'encadrer, il faut l'entourer. Il faut également passer la main, en tout cas en parler, briser le silence, ne pas rester effectivement sur le coup du silence pour dire « je ne sais pas, je n'ai rien vu, je ne dis rien ». Il faut en parler aux voisins, aux professionnels et puis aux autorités hein, quand il le faut. Mais il faut en parler. Et quand on en parle, quand effectivement la véracité a été prouvée, il faut mettre en place tout un ensemble de mesures d'accompagnement de cette personne pour la sortir sur le coup d'un éventuel maltraitant. Il peut s'agir d'une mise sous protection juridique, par exemple. Hein, si c'est une spoliation financière, une protection juridique, il appartiendra au juge de tutelle de décider du niveau de cette protection. Ça peut être soit une curatelle, soit une sauvegarde ou une tutelle complète. Mais là, ce n'est pas vous qui allez décider de cela, c'est le juge des tutelles dès lors qu'il aura reçu l'information que cette personne est spoliée compte tenu de son incapacité à gérer ses finances, par exemple. Il peut s'agir également d'un accompagnement pour l'amélioration de l'habitat, si effectivement cette maltraitance résulte d'une précarité sur le plan de son habitat, ou même peut-être un accompagnement dans un établissement d'hébergement, si bien sûr cette personne en est d'accord, hein, puisque la prise en charge dans un établissement ne doit pas se faire à l'insu de la personne, elle doit être informée et surtout elle doit être d'accord de sa prise en charge en établissement. Donc, il y a tout un ensemble de solutions qui peuvent être avancées, mais il faut déjà cerner la problématique, cerner la maltraitance, tisser autour de cette personne, cette maltraitance, toute une toile pour voir effectivement les relations ou les personnes qui seraient en relation, en connaissance de cette maltraitance-là, et quel soutien également on peut obtenir, on peut avoir de ces personnes-là. Voilà. Très bien. Alors, Madame Betty Brévilliers, merci docteur pour toutes ces informations. Donc, j'ai rencontré cette cas de maltraitance dans la famille, malheureusement. Donc, c'est un témoignage. Oui, mais par rapport à ce témoignage, je me permets d'ajouter qu'effectivement, les maltraitances en famille, au sein d'une famille, c'est dramatique puisque ça casse, ça fracture. Ça fracture beaucoup les familles, hein, des familles qui sont antérieurement soudées. Dès lors qu'il y a une perte d'autonomie d'un parent âgé, un problème malheureusement de séparation, de terrain, enfin d'héritage, très souvent, il peut y avoir des actes de maltraitance et ça casse souvent les familles. C'est malheureux, mais ce sont des réalités que nous ne devrions plus taire. Nous devrions tout faire pour faire évoluer positivement ces situations-là. Et l'une des conditions, c'est l'information, l'accompagnement également des personnes qui maltraitent. Merci, docteur. Alors, David nous dit,
Avec la crise sanitaire, on s'aperçoit que la maltraitance n'est pas ciblée que sur les 3 critères, mais aussi avec l'isolement. Oui. Ben, j'en ai parlé de l'isolement social. Il y a 2 choses. Il y a effectivement l'isolement social, un isolement voulu ou un isolement contraint de par le contexte, mais il y a aussi un sentiment de solitude quelquefois qui peut aussi faire le lit de la maltraitance. Il y a des parents, des personnes âgées qui ont des enfants, mais qui souffrent de déficit d'affection, j'en ai parlé de négligence affective, hein, si bien que c'est aussi une forme de maltraitance, mais l'isolement, effectivement, avec cette crise sanitaire, peut générer, peut accentuer, peut déclencher des situations de maltraitance, puisqu'effectivement, il faut se protéger de par ce problème de Covid, se protéger, mais ne pas sortir, ne pas faire ce qu'on avait l'habitude de faire, modifier ses relations. Ça peut être effectivement des situations de maltraitance. Et puis même, compte tenu de cette situation sanitaire, certaines structures, certaines organisations ne reçoivent pas comme elles recevaient les personnes d'une manière générale, et ne pas recevoir une personne d'un certain âge, la laisser attendre à l'extérieur d'un local. Je prends l'exemple d'un cabinet médical, de l'exemple d'une banque, etc. C'est quelque part une forme de maltraitance organisationnelle, structurelle, mais maltraitance envers cette personne âgée qu'il faut d'une certaine manière combattre, peut-être en faisant développer l'empathie, enfin une aide des plus jeunes envers les plus âgés. Hein. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'il faudrait discuter, mais ça passe bien évidemment par des échanges, par des discussions. La solution livresque n'existe pas. Très souvent, ce sont des discussions qui jaillissent, des solutions qui jaillissent au décours d'échanges, au décours de discussions. Voilà la Bible. Très bien. Alors, juste par rapport à l'isolement, c'est vrai que le Covid nous a augmenté cet isolement. Donc, est-ce que l'effet, on le ressent, par exemple, par rapport aux consultations? Oui. On le ressent aussi bien en ville, puisque j'ai l'avantage d'être un médecin de ville et aussi un médecin en établissement. Je suis médecin coordonnateur dans un établissement. Donc, j'ai pu percevoir ces 2 aspects-là. C'est vrai que nous avons certaines personnes âgées dont le comportement a changé, période de phase d'angoisse, d'insomnie, parce que les habitudes ne sont plus comme elles étaient. Et puis, je le disais tout à l'heure dans la question de David, hein, donc le Covid a entraîné un changement de comportement des interlocuteurs des uns et des autres, si bien que beaucoup de personnes âgées ressentent cela comme étant une injustice à leur égard, une forme de maltraitance. Alors, M. Gignaste nous demande quels sont les lieux ou contacts pour les formations? Vers qui on peut se retourner pour cela? Alors, si vous êtes dans le libéral, si vous êtes dans un établissement, si vous êtes un soignant dans un établissement, tous les établissements ont en général un plan de formation. Donc, il faudrait voir avec votre direction, votre supérieur hiérarchique, que cette thématique de maltraitance ou de bientraitance, hein, puisque la bientraitance fait davantage plaisir dans l'établissement que de parler de maltraitance. Donc, il faudrait voir si cette thématique-là figure dans le plan de formation. Sinon, vous êtes en tant que salarié, vous avez la possibilité de faire cette thématique figurer avec l'accord de votre directeur d'établissement dans le plan de formation. Autrement, si vous êtes, quel que soit, hein, même si vous êtes un employé dans un service d'accompagnement à domicile, hein, vous n'êtes pas dans un gros établissement type EHPAD, ce sont des établissements, ce sont des structures qui ont une obligation de formation continue. Donc, vous devriez effectivement vous rapprocher du responsable. Alors, en tant que personne, si vous êtes une personne isolée chez vous, vous pouvez aussi, en vous rapprochant probablement des services d'une association, et des associations de formation, on en a énormément chez nous, en Guadeloupe, je ne les citerai pas, mais il y a des organismes également qui facilitent l'entrée dans ces formations-là, qui facilite un accompagnement pour ces formations. Donc, il suffira de se rapprocher de ces organismes-là, que ce soit la sécurité sociale, ou je pense qu'il y a
d'autres instances type vouées à l'emploi, enfin qui s'occupent d'emploi, vous pouvez vous rapprocher de manière à ce qu'on puisse vous donner de plus en plus d'informations que je ne maîtrise pas. Mais cela existe. Alors, KW, donc, il nous dit qu'il a eu l'occasion de faire le signalement pour une négligence sur personnes âgées. L'auteur a été nommé tuteur. Et ensuite, David qui nous dit la loi NOTRe, donc, Oui. sera-t-elle la solution pour tenter de rapprocher les mentalités ou de changer le regard? Je crois que la plus importante, pour commencer par la deuxième dernière question, la plus importante des solutions serait effectivement déjà que nous essayons de régler, de comprendre entre nous précisément ce qui se passe, comment faire, plutôt que les choses viennent toujours d'en haut. Il faut effectivement que d'en bas, nous réfléchissions. Je ne connais pas toutes les attendus de la loi NOTRe, je peux vous le dire, je ne suis pas gêné de le dire, mais je pense que sur cette thématique-là, une thématique qui est chez nous, une thématique qui nous concerne, nous devrions effectivement tout un chacun humblement trouver ensemble la solution et faire remonter les directives pour que ce que nous pensons soit mis en place, soit suivi. Concernant les signalements, bon, déjà, il faudrait savoir où c'est qu'elles ont été faites, qu'ils ont été faits, ces signalements-là, pour une négligence, et l'auteur a été nommé tuteur. Bon, ça dépend de quelle conclusion a été donnée à ces signalements. Est-ce que c'était véritablement l'auteur qui était le maltraitant? Puisque mes responsabilités de responsable de la cellule ALMA m'ont permis de comprendre, de voir, de constater que très souvent, des personnes qui étaient dans le milieu familial, qui étaient à l'origine de signalements, se trouvaient quelquefois être les maltraitants. Donc, il faut être très prudent quant de l'origine de certains signalements. Et les juges des tutelles, quand ils prennent effectivement une mesure, ils ont fait une analyse. Ils ont fait une analyse suffisamment approfondie pour pouvoir arriver à retenir, à confier une tutelle, une protection juridique à telle ou telle personne. J'ai connu dans ma patientèle des personnes, du reste, a priori, de très bonne volonté, d'apparence très sérieuse, qui ont accusé, mais très fermement, un autre membre de la fratrie de maltraitance envers leur maman. Et quand les enquêtes, les investigations ont été faites par ALMA, on s'est rendu compte que c'est cette personne-là qui était maltraitée. Nous avons des situations où des enfants ont maltraité de détournement d'argent, alors qu'en fait, ils allaient acheter des voitures avec la retraite de leurs parents. Et bon, des choses comme ça. Donc, il faut être très prudent, si bien que je ne pourrais pas faire part, par rapport à la question de KW, je dis qu'il faut être très prudent. Qui est l'auteur du signalement et quelles ont été les conclusions des enquêtes qui ont été diligentées, qui ont été faites. Mais les juges des tutelles font une analyse suffisamment approfondie des situations de maltraitance pour pouvoir confier une tutelle à telle ou telle personne. De toutes les manières, si il y a une suspicion, un désaccord par rapport à une tutelle, on peut toujours effectivement, comment cela se dit, on peut toujours faire un recours. On peut toujours faire un recours. J'ai eu personnellement, en tant que médecin de ville, à gérer des tutelles abusives. Ça existe aussi chez nous. J'en ai pas parlé dans l'exposé que j'ai présenté, mais j'ai eu effectivement à être informé de tutelles abusives mises en place et avec effectivement l'accompagnement. Enfin, j'ai accompagné les familles à faire des recours contre ces tutelles abusives-là, qui ont été cassées d'ailleurs, et la personne a retrouvé sa liberté au travers d'une mesure qui avait été prononcée. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? Très bien. Donc, KW a répondu. Merci pour votre réponse, docteur. Il existerait-il également une cellule maltraitante gérée par le conseil départemental
Y a-t-il une procédure type pour les interpeller? Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je vous dirais, c'est que quand j'ai mis en place avec des collègues, des collaborateurs Alma Guadeloupe, je me suis renseigné personnellement en tant que président d'association auprès du Conseil général et on m'a dit que ça n'existait pas. Donc, nous avons mis en place une cellule. Pendant notre période d'existence, nous travaillons avec le Conseil départemental puisque nous avons sollicité des subventions qui n'ont pas été effectivement conduites pendant quelques temps. Mais nous avons travaillé avec le Conseil départemental, mais nous militions. Nous avons travaillé avec le conseil départemental, nous avons travaillé avec les JSCS, la direction, l'équivalent local de la direction de la DGCS, de la Direction générale de la cohésion sociale, donc la DGSCS. Nous avons travaillé avec également les services du juge des tutelles. Hein. Nous avons milité, nous avons imaginé une plateforme départementale pour qu'effectivement les maltraitants soient collectivement prise en considération et que nous ayons des chiffres fiables au niveau du département. Malheureusement, cette plateforme n'a pas pu être mise en place et depuis donc la fermeture d'Alma, je reçois effectivement des appels à titre personnel, mais je ne peux pas répondre de ce que je ne maîtrise plus, à savoir la cellule au niveau du conseil départemental. Voilà. D'accord. C'est ce qui s'est passé à la vie. Ben, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie énormément. Okay. Merci pour votre intervention. Merci, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, j'invite à continuer sur ce type d'échange. Hein. J'espère que les difficultés sanitaires, enfin la crise sanitaire va s'estomper de manière à pouvoir effectivement échanger en présentiel. Hein. Ça donne un autre cachet également. En tout cas, je remercie les uns et les autres qui ont participé, qui ont posé des questions et j'espère, en tout cas, je souhaite que vous ne soyez pas en mesure, vous ne soyez pas en contact avec de maltraitants ou de personnes maltraitées, en tout cas que vous allez militer pour que la maltraitance envers les personnes âgées s'estompe, disparaisse. Et puis, si vraiment il y a des volontés fortes, puisque une action associative, ce n'est pas une simple affaire, je sais de quoi il s'agit, mais c'est quand même dommage que dans notre département, nous n'ayons pas un dispositif associatif comme Alma, qui puisse véritablement prendre en charge ces problématiques-là. Il faut être dévoué, il faut être à la disposition des personnes âgées, aimer les personnes âgées, servir et pour pouvoir faire en sorte que nos aînés soient bien traités et que nous allions tous collectivement dans une dynamique de bien-traitance à leur égard. Très bien, merci docteur. Merci. Donc effectivement, c'est vrai que on s'adapte par rapport au contexte, voilà. Mais voilà, grâce à la technologie, on entretient le lien avec les seniors. Donc on propose régulièrement des sessions Zoom. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre page internet, Facebook ou Instagram pour être informé de nos prochaines actions. Et on attend également ces instants où on pourra aller directement au contact des seniors, justement, qui apprécient énormément ces moments d'échange et qui leur permettent aussi d'avoir une vie sociale, etc., etc. Donc, on remercie encore tous les participants et on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Oui, merci à la Mutualité française. Merci à la Mutualité française de cette conférence de qualité et qui était très intéressante. Donc, j'ai bien écouté. C'était très intéressant, c'était sérieux, c'était voilà, les informations étaient tout à fait positives. Et j'espère qu'effectivement on s'entendra ou on se reverra pour une prochaine. Merci. Et puis, je me permets de rajouter tout simplement que j'apprécie beaucoup l'implication de la ville du Gosier. De tout temps, la ville du Gosier a toujours été à l'écoute
des problématiques des personnes âgées, de la maltraitance. J'ai eu personnellement intervenu à plusieurs reprises et je vous encourage à continuer dans cette dynamique-là auprès de vos personnes âgées. Je vous en félicite. Je félicite également la Mutualité française de tout ce qu'elle fait. Merci, docteur. Bonne journée. Merci. J'ai un peu squatté le bureau. Non, il n'y a pas de souci. Au revoir. Travailler en même temps. Et il y a des frères.